Bonjour à tous. Donc, vous êtes sur le webinaire de Bureaux Locaux où nous allons parler, on va faire ensemble un petit tour de France des villes et on va regarder leur immobilier de commerce. On va essayer de voir ensemble avec nos deux invités aujourd'hui quels sont les centres-villes qui ont le vent en poupe, les centres-villes où il fait bon investir en immobilier de commerce. Et comme vous le savez, ceux qui sont habitués à nos webinaires connaissent le format. Nous avons une durée en général entre 45 minutes et 1 heure. Vous avez tous la possibilité de poser des questions dans le chat. On vous y répond si possible. Et si nous n'avons pas le temps, n'hésitez pas à nous joindre à l'issue de ce webinaire. Et ce webinaire est également disponible en replay suite à la présentation. Donc, merci à tous. Je vais maintenant vous présenter nos intervenants. Je vais commencer par Maxime Forgeot. Maxime Forgeot, vous êtes le président fondateur de FNA Asset Management. Quelques mots sur votre société. Exactement, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc FNA Asset Management, c'est un asset manager que j'ai créé il y a 5 ans, qui est dédié à l'immobilier de commerce. Donc, on investit 100% de nos fonds en immobilier de commerce et plus particulièrement, on travaille sur un fonds qui s'appelle High Street Retail, qui est un fonds dédié au commerce de centre-ville. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur notamment les problématiques d'appréciation des villes et d'essayer de regarder les villes où il fait bon investir, parce qu'on investit un peu partout en France, en tout cas dans les 50 premières villes françaises. Merci Maxime. Et pour ce webinaire, nous avons également invité Thomas Pouliquin parce que Thomas est un expert du marché de Bordeaux et on va, pendant ce webinaire, vous parler de Bordeaux, qui est une ville qui est en pleine forme. Alors Thomas, parlez-nous un peu de Real Group et de votre activité. Oui, bonjour à tous. Alors Real Group, c'est un groupe basé à Bordeaux, qui est indépendant, qui est pluridisciplinaire. Donc, on propose plusieurs services, de la gestion locative, de l'expertise immobilière. On a aussi toute une partie résidentielle sur de la location, de la vente. Et puis donc, la partie qui nous concerne le plus, entreprise et commerce. Et donc, je suis le manager de l'agence Louis Vacher, qui est le service commerce de Real Group. Merci beaucoup, Thomas. Donc, petit mot sur ce que nous sommes Bureaux Locaux. Est-ce que vous avez bien tous la présentation à l'écran ou pas? Voilà. Donc Bureaux Locaux, un petit mot sur qui nous sommes. La plupart d'entre vous le savent. Donc, nous sommes la plateforme spécialiste de l'immobilier d'entreprise et de commerce, puisque beaucoup ne le savent pas encore, mais nous faisons du commerce. C'est une entreprise familiale qui a 12 ans maintenant et c'est une plateforme en fait qui permet de trouver en quelques clics l'offre disponible à la location ou à la vente partout en France, donc sur toutes les classes d'actifs pour les entreprises, donc le bureau, l'entrepôt, le coworking, les terrains et le commerce. Donc, ce que fait Bureaux Locaux, ce n'est pas seulement donner accès à l'offre. Donc, nous permettons bien sûr à nos clients, qui sont principalement les agents immobiliers, de montrer toute leur offre et de la commercialiser à la location ou à la vente, mais on permet également de valoriser l'expertise des commercialisateurs puisque nous mettons en relation tous les utilisateurs de la plateforme qui cherchent à confier un mandat de vente, un mandat de mise en location d'un bien ou un mandat de recherche, on les met en lien avec les commercialisateurs qui sont affinitaires. Donc, ça, c'est vraiment un deuxième métier que nous avons initié depuis déjà un peu plus d'1 an et qui fonctionne très bien. 420 000 visites mensuelles sur Bureaux Locaux et il y a aujourd'hui 55 000 annonces. Et nous avons aussi des transactions publiées, ce qui permet à chacun de voir effectivement non seulement l'offre, mais aussi ce qui a réellement été transacté. Alors, petit focus sur le commerce. Le commerce, on est un peu un nouveau venu sur le commerce, mais ça fonctionne très bien. On a aujourd'hui 10 000 offres de commerce. Donc, sur Bureaux Locaux, ça a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Il y a
en grande partie 66%, 2/3 de la location, mais aussi des ventes donc de murs et de fonds de commerce, donc sur Bureau Locaux. Vous avez vraiment les deux et on est en croissance très forte sur ce segment. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Nous allons parler de commerce de centre-ville, qui, comme vous le savez, est au cœur de toutes les interrogations. Commerce de centre-ville, on a souhaité vraiment bien préciser qu'on va surtout vous parler de pieds d'immeubles, qui ont des beaux commerciaux ou qui peuvent être dans certains cas des pop-up stores, et beaucoup moins de retail park et de centres commerciaux. Donc, nous sommes aujourd'hui vraiment centrés sur le commerce de pieds d'immeubles. Voilà l'introduction que je voulais vous faire et il nous semblait particulièrement intéressant aujourd'hui de commenter une étude réalisée donc par FNA Management qui en fait permet un petit peu de noter l'ensemble de ces villes, donc de ces villes partout en France, les grandes, les moyennes et les petites. Et je vais laisser Maxime expliquer un peu la méthodologie de cette étude qu'on vous présente aujourd'hui. Oui, donc du coup, en effet, nous, comme je l'expliquais, pour expliquer un peu le point de départ de l'analyse et de la démarche, l'idée c'est qu'on investit donc en centre-ville et dans des commerces de pieds d'immeubles chez FNA, et notre champ d'action, si je puis dire, c'était toutes les villes supérieures à 50 000 habitants en centre-ville et à 200 000 habitants en aire urbaine. Une fois qu'on avait fixé ces critères de taille, c'est vrai qu'on s'est dit mais comment sélectionner une ville plutôt qu'une autre, comment apprécier les dynamiques qui peuvent exister dans les différentes villes, autrement que par l'espèce de monocritère qui est un peu appliqué par tout le monde, qui est justement simplement la taille, c'est-à-dire se dire plus la ville est grosse, mieux c'est, et autrement aussi que par peut-être l'image qu'on peut avoir, qui parfois peut être un peu biaisée pour X ou Y raison. On peut avoir une bonne image d'une ville qui en fait peut-être a un petit manque de dynamisme au moment où on fait l'étude, et à l'inverse des villes qui peuvent avoir des déficits d'image alors qu'en réalité la situation s'améliore et donc il y a un vrai intérêt à investir. Donc on a voulu objectiver au maximum l'approche et sortir un classement qui nous soit propre. On a fait notre première version en 2017 là, on a sorti notre deuxième édition début 2021 sur ce classement de nos villes. Donc voilà, les villes qu'on étudie, c'est les 50 premières villes françaises. Donc, ce n'est pas toutes les villes françaises, mais les 50, grosso modo, les 50 plus grosses. Ce qu'on a voulu faire, c'est intégrer une grosse trentaine de critères qu'on a segmentés pour que ça soit équilibré entre de la partie plus démographique, dynamique démographique, puisqu'évidemment, c'est une composante importante de l'attractivité et du dynamisme en matière de commerce. A priori, quand même, d'avoir à la fois une population à fort pouvoir d'achat et une évolution positive de la population, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Des critères économiques, que ce soit sur du taux d'emploi ou taux de chômage, évolution du nombre d'emplois, nombre de cadres, et aussi évolution des prix de l'immobilier résidentiel, qui pour nous est un peu un indicateur sous-jacent de l'attractivité d'une ville. A priori, si les prix résidentiels augmentent, ça va plutôt vouloir dire que la ville est attractive à ce moment-là. Tout ce qui est transport et tourisme, donc à la fois les événements touristiques qu'on peut voir et évidemment la connexion en termes de transport à d'autres grandes villes, la centralité. On a une grande partie qui est sur la partie commercialité, on parle quand même ici de commerce, donc ça va être les taux de vacances, ça va être la présence d'enseignes internationales, la rotation des enseignes, la pression concurrentielle aussi au sein de l'aire urbaine, combien il y a de mètres carrés de commerce par habitant dans tel et tel secteur, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte. Et puis, un petit critère qu'on a rajouté récemment, qui est critère météo. C'était un petit critère, mais forcément, pour un centre-ville, on parlait tout à l'heure des autres formats de commerce, notamment du centre commercial. C'est forcément un petit avantage d'être un centre-ville et d'être en plein air quand il fait beau versus quand on est dans une région où le climat est moins favorable. Donc tout ça, ça nous a permis finalement d'aboutir à un score et donc de faire un classement parmi nos 50 villes étudiées. L'objectif étant bien évidemment de regarder ce classement et donc de voir les villes qui nous semblent être les mieux classées, mais aussi, et c'est ce que vous allez voir dans notre approche, de comparer ce classement
avec le classement justement fait uniquement sur la base de la taille, pour voir quelles sont les villes qui surperforment par rapport à leur taille, quelles sont celles qui sous-performent, et donc de pouvoir finalement faire des arbitrages en disant, dis donc, telle ville, c'est peut-être du coup un peu surprenant. Les investisseurs qui n'auront peut-être pas fait la démarche que nous on a fait vont pas forcément penser à aller investir dans telle ville, alors que finalement les dynamiques sont intéressantes, et donc on va essayer d'être un peu précurseur et de se positionner sur ces villes-là et de regarder ce différentiel. Et c'est ça la démarche qu'on fait. Merci beaucoup Maxime pour cette présentation donc, de la méthodologie, et on va maintenant découvrir le podium des grandes métropoles françaises. Exactement, donc on rentre dans le vif du sujet, sur les résultats de notre classement. Alors sur le top 5 des villes donc qui sont, ça c'est vraiment dans notre classement, on a donc Paris, Lyon, par ordre décroissant, Paris première, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse. À la fois, j'allais dire, on n'a pas de très grosses surprises, on est sur des villes globalement quand même grosses villes qu'on sait attractives, qui trustent les premières places de notre classement. Cela dit, il y a quand même un certain nombre d'éléments à noter. Alors, dans les évolutions, parce que ici, c'est notre deuxième édition, donc on a pu comparer l'évolution du classement par rapport à 2017. On voit que Nantes, qu'on avait identifié comme étant dans une bonne dynamique, a grappillé une place dans notre classement et passé de la 5e à la 4e place. C'est intéressant de voir que c'est une ville qui a effectivement une bonne dynamique. Et d'ailleurs, c'est celle qui a aussi un très gros écart, on va dire, entre son classement FNA et son classement simplement par taille, puisqu'elle est 4 places au-dessus par rapport à sa taille. Donc voilà, c'est une ville qui a vraiment une belle dynamique. On retrouve également sur la 3e place du podium Bordeaux. Bordeaux qui, finalement, si on regarde simplement la taille de la ville, n'est que, entre guillemets, 5e ville française, puisque Toulouse et Marseille sont des villes où l'aire urbaine est supérieure en termes de nombre d'habitants à Bordeaux. Et pour Marseille, c'est assez significativement supérieur quand même. Il y a autour de 400 000 habitants de plus dans l'aire urbaine à Marseille. Et donc, c'est intéressant de voir que quand on prend en compte finalement les différents critères de notre classement, Bordeaux sort son épingle du jeu et finalement passe devant ces deux villes, bien qu'elles aient potentiellement 20-25% d'habitants en plus. Alors justement, Bordeaux, et ensuite Thomas nous commentera le terrain, mais pourquoi Bordeaux surperforme dans le critère que vous avez, Maxime? C'est quoi l'explication? Alors voilà, exactement. On a voulu regarder plus en détail, du coup, pourquoi cette surperformance à travers les différentes catégories que j'ai détaillées tout à l'heure. Et donc là, on voit bien sur ce graphique que c'est donc vraiment, bon, je sors la météo qui est un critère un petit peu plus anecdotique, on va dire, mais c'est vraiment les critères économiques et démographiques qui boostent l'attractivité de Bordeaux. Et à l'intérieur de ces critères, j'ai été regarder justement un peu ce qui se passait. On a sur la partie démographique une croissance de la population sur la période étudiée qui est assez significative, et notamment au sein de grosses villes, parce que les grosses villes n'ont pas forcément connu une très forte dynamique démographique sur les 5 dernières années, alors que Bordeaux, elle, au sein des grosses villes, est vraiment une ville qui a été attractive et qui a gagné de la population. Et sur la partie, par exemple, économique, on a à la fois des créations d'emplois assez significatives et donc une bonne dynamique de l'emploi. Et puis, je le disais, c'est un de nos critères, une évolution des prix immobiliers, notamment résidentiels, qui est pour le coup, c'est la première ville des 50 en termes d'évolution et de hausse des prix de l'immobilier résidentiel, ce qui, selon nous, est un marqueur de la dynamique et de l'attractivité de la ville. Merci Maxime. Alors Thomas, vous qui êtes un grand connaisseur de la zone, quelle est votre explication et quel est votre commentaire donc qui explique le succès aussi fulgurant de Bordeaux? Effectivement, le lien avec le résidentiel que fait Maxime est intéressant. Et ça, tout le monde le connaît. Notre vision terrain montre qu'on n'a pas de grosses surprises à voir Bordeaux surperformer. On a très peu de vacances locatives. On a une demande qui est toujours très 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 forte. Et donc on a cet effet de rareté qui est induit par tout cela. Et donc on a des valeurs locatives qui
continue de monter, qui ne baisse pas. Et puis tout ceci a été tiré aussi, bien sûr, par la LGV, par le développement du tourisme, par tous les aménagements qui ont eu lieu sur Bordeaux sur ces dernières années. Ça a quand même été un travail de longue haleine avec le développement de l'aéroport, l'arrivée de certaines sociétés. On a Betclic, on a Ubisoft, on a Back Market qui se développe encore du côté des bassins à flot. Donc c'est vrai que quand on voit tous les critères que Maxime tient compte sur son étude, tous les voyants sautent au vert. À part peut-être la météo, on a un petit peu plus de pluie qu'ailleurs, mais sinon c'est vrai que tous les critères sont vraiment ouverts. Et puis c'est aussi tiré par la force de Bordeaux Métropole. On a des villes comme Mérignac, Talence, Pessac qui sont autour et qui aspirent aussi énormément d'entrepreneurs, d'entreprises et d'investisseurs. On est rentré dans le détail et on a regardé en fait des annonces qui étaient très consultées la semaine dernière. Et donc effectivement, on voit là des tarifs qui sont très très élevés. Ce quartier de la rue Sainte-Catherine, donc vous avez quelques annonces sous les yeux, donc avec des prix qui sont de l'ordre de 1 000 € dans certains cas par mois, c'est excessivement élevé. Alors l'annonce ne dit pas toujours s'il y a un droit au bail, mais on se rend compte du niveau des prix. Alors justement, Thomas, y a-t-il au sein de Bordeaux des quartiers sur lesquels il faut miser? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles installations d'enseignes qu'il faut surveiller? En fait, ce zoom est très intéressant parce qu'on se rend compte que les annonces les plus consultées, donc on a du cours de l'Intendance, on a de la rue Sainte-Catherine, première partie, et de la promenade Sainte-Catherine, et puis on a la rue Porte-Dijon. Alors, ce sont vraiment les emplacements qui trustent l'ensemble, enfin, pas l'ensemble, mais en tout cas les demandes les plus importantes et les plus intéressantes qui pourraient venir des enseignes. Et là encore, on peut s'en apercevoir. On est sur des valeurs locatives qui sont assez élevées. Sur le cours de l'Intendance, on va être entre 1300 et 1 800 € du mètre carré. Sur la rue Porte-Dijon, on va monter encore un petit peu et on peut arriver jusqu'à 2 200 € du mètre carré. Alors bien sûr, toujours pondéré. Et puis sur la première partie de la rue Sainte-Catherine, là c'est pareil et on arrive sur des valeurs du mètre carré qui vont dépasser les 2 000 €. Et en fait, tout ça est justement du fait de la demande et de la demande qualitative et sérieuse qu'il y a derrière ces emplacements. Effectivement, c'est une ville qui fonctionne très bien. Est-ce que maintenant, on peut regarder un petit peu plus dans le détail, et on reviendra à Bordeaux tout à l'heure, l'importance de la taille de ville? Est-ce qu'une grande ville, c'est forcément une ville attractive? Et ce n'est pas toujours le cas, Maxime. Exactement, c'est ce sur quoi on a voulu se pencher. Comme je disais dans l'approche, l'idée c'était aussi ensuite, une fois qu'on avait fait notre classement, de comparer un peu ce que donnait notre classement par rapport à l'approche la plus communément admise ou faite par les investisseurs, qui est de regarder vraiment le classement par taille de ville. On se rend compte qu'il y a quelques villes dans le classement qui surperforment très significativement leur classement par la simple taille. Et donc, on s'est penché sur la question de pourquoi, évidemment, et c'est des villes auxquelles on s'intéresse généralement. Alors, les 2 premières villes du classement, pour moi, elles ont un peu le même profil et on voit qu'elles surperforment très significativement. Elles sont assez loin devant les autres en termes de surperformance, parce qu'elles ont 25 places au-dessus de leur simple taille. La raison de ça, c'est qu'en fait, c'est des villes qui sont à la fois des villes quand même assez grosses, puisqu'on parle elles sont dans notre classement, donc c'est dans les 50 premières villes françaises en termes de taille d'aire urbaine, etc. Mais aussi, c'est des villes qui sont très attractives d'un point de vue touristique. Et donc, en fait, elles bénéficient de ce double attrait, à la fois une population locale qui soutient la demande et qui fait qu'il y a un marché toute l'année. On n'est pas sur des villes, j'allais dire, qui sont vraiment purement touristiques et qui ne fonctionnent que le week-end ou pendant les vacances. Donc, il y a un marché qui est assez gros, puisqu'elles sont dans les 5 premières villes, mais elles ont une surperformance liée au tourisme et justement à toute la dynamique d'attractivité touristique qui fait qu'elles ont finalement une population observée dans leur rue commerçante qui est significativement supérieure à ce que la taille ne pourrait le laisser entendre. Donc, ça explique pourquoi La Rochelle et Annecy bénéficient toutes les deux de cet attrait. En plus, elles ont vraiment des super fondamentaux et leurs centres-villes ont de super fondamentaux avec peut-être aussi un peu moins de pression concurrentielle de la périphérie.
Ensuite, on a d'autres villes qui surperforment. Une ville comme Clermont-Ferrand, quand on regarde un peu dans le détail, justement, c'est intéressant de voir qu'on a un taux de chômage qui est assez faible, ce qui explique finalement par rapport à ses pairs la surperformance. On a une vacance, quand on observe commercialement ce qui se passe, on a une vacance qui est contenue et avec une évolution assez positive sur les dernières années, ce qui est assez notable puisque globalement, on sait que les taux de vacances moyens ont plutôt eu tendance à augmenter. Et le taux de vacances à Clermont-Ferrand est stable, si ce n'est même un tout petit, en très légère baisse. Donc, ça explique voilà, cette place de troisième de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, la dynamique des prix des logements qu'on observe aussi là montre également une attractivité de la ville avec une augmentation des prix assez significative sur la partie résidentielle. Peut-être une dernière ville qui est intéressante, je trouve, à commenter, c'est Mulhouse. Pour qui s'intéresse au commerce a forcément un peu entendu parler de Mulhouse comme un exemple. Et c'est vrai que ça a été un bon élève sur la capacité des villes à faire bouger les lignes. Et là, quand je parle des villes, c'est vraiment des élus, notamment, puisque Mulhouse, c'est une ville qui était en difficulté commercialement, qui a eu un manager de centre-ville très dynamique, une équipe globalement de la ville qui a été très dynamique pour faire progresser le commerce et redonner de l'attractivité à ce centre-ville avec une équipe hyper proactive. Et on se rend compte en effet qu'aujourd'hui, cette place de Mulhouse de 5e dans le classement et dont on le verra a une belle évolution entre 2017 et 2020, en fait, s'explique vraiment par l'évolution sur les critères commerciaux, c'est-à-dire voilà, une forte baisse de la vacance, une arrivée d'enseignes nationales, une belle rotation. Donc vraiment, c'est voilà, la dynamique qui a permis à Mulhouse de se hisser là et la proactivité dont la ville a fait preuve. Ouais, comme quoi la politique publique peut vraiment aider les centres-villes, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, juste un petit voyage parmi les annonces. Donc, sur Bureaux Locaux, vous voyez, là, on vous a mis effectivement quelques annonces de cette belle ville de La Rochelle. Vous voyez que les prix sont quand même particulièrement élevés, donc sur le centre-ville de La Rochelle. Donc, Annecy, on en parlait, une ville qui est aussi très, très dynamique et très touristique. Donc, avec des droits d'entrée et des loyers qui sont encore assez modestes, mais une très belle dynamique. Donc, Valence, une ville qui est à 2 heures en TGV de Paris et où il y a de plus en plus de télétravailleurs. Donc, peut-être cela explique aussi un dynamisme un petit peu retrouvé. Et maintenant, on voulait parler des prix. Donc, des prix, puisque l'attractivité commerciale ne rime pas forcément avec des loyers élevés. Et ça, c'est parfois un peu surprenant. Maxime. Oui, exactement. Alors peut-être pour expliquer le graphique, l'idée, ça a été de dire, donc on a fait un classement, on a comparé ça à la taille des villes. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est aussi intéressant de regarder si notre classement se reflète totalement dans les prix, dans les loyers pratiqués ou pas. Et dans quelle mesure, justement, ça crée des opportunités de se dire, tiens, telle ville, finalement, quand on regarde objectivement, elle est attractive et pourtant, ça ne se reflète pas complètement dans les loyers, donc il y a peut-être une opportunité. Et on se rend compte, donc en fait, toutes les villes que vous voyez qui sont en bleu et qui sont au-dessus dans le graphique, c'est des villes qui ont un score qui est assez intéressant, si je puis dire, et généralement qui sont plutôt mieux classés que leur taille ne le laisserait entendre, et qui pourtant sont moins chers si on fait une espèce de moyenne, qu'on tire une droite moyenne, que ce que leur nombre de points pourrait le laisser entendre. Et donc, on distingue en réalité, quand on regarde le graphique, des villes qui sont très attractives, qui ont des bons scores en haut à droite, des villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, mais qui sont peut-être quand même un tout petit peu plus matures, ou en tout cas dont l'attractivité est avérée, et j'allais dire bien identifiée par les enseignes, et donc avec l'effet rareté, les prix ont eu tendance à augmenter, et donc elles sont quand même relativement chères. Là où d'autres villes sont peut-être moins matures, encore très dans la dynamique, et donc les loyers n'ont pas forcément encore complètement suivi la dynamique, et donc nous, c'est des villes sur lesquelles on anticipe que les loyers ne devraient pas baisser et auront peut-être probablement même tendance encore à augmenter. C'est vrai, notamment des villes comme Nantes, Rennes, Tours, qui ont des vraiment bonnes dynamiques et qui sont aujourd'hui pas très chères. Oui, intéressant, d'autant que, comme vous le savez, sur Bureaux Locaux, nous avons les prix des bureaux et c'est en général corrélé avec les prix du commerce. Et sur Nantes, Rennes, Tours et Orléans,
ce sont des villes où les prix augmentent assez fortement depuis quelques années. Donc, tout ça fonctionne effectivement ensemble, parallèlement évidemment au prix du résidentiel. Alors, justement, sur les prix des villes, parlons de Bordeaux, Thomas. Est-ce que Bordeaux, et si vous nous parlez un petit peu des transactions récentes, est-ce que là, on a une annonce, effectivement, rue de Sainte-Catherine, on voit que le prix est assez élevé. Il y a, je ne sais pas, je n'ai pas l'information s'il y a un droit au bail ou pas, mais où en sont les prix à Bordeaux? Et les transactions récentes se sont faites à quel prix? En fait, les derniers mois écoulés ont été un petit peu une valeur de test pour Bordeaux parce que c'est vrai que les valeurs sont très hautes dans le centre-ville puisqu'il y a cet effet de rareté. Il y a les cartes qui ont été redistribuées avec quelques départs d'enseignes, notamment sur le cours de l'intendance. Et c'est vrai qu'on a pu s'apercevoir que finalement, elles ont quasiment toutes trouvé preneur et sur des montants quasiment similaires à au montant qui était pratiqué avant la crise. C'est-à-dire que la demande a répondu présente, donc ce qui justifie aussi cette valeur du mètre carré sur les emplacements prime. Et derrière, on a les bailleurs qui ont aussi joué le jeu en proposant un peu plus de mesures d'accompagnement sur des franchises de loyer, sur des loyers progressifs. Certains ont aussi participé aux travaux. Et donc, tout cela a fait que, malgré tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, les valeurs sont restées quasiment similaires sur les principales rues bordelaises, donc cours de l'Intendance, Porte d'Igeot, rue Sainte-Catherine. Et donc, ça nous a permis de réaliser quelques petites transactions. On a par exemple Falconeri du groupe Calzedonia qui s'installe sur le cours de l'Intendance, qui vient remplacer l'enseigne Repeat qui partait. On a Rolex par le bijoutier Mornier, bijoutier bordelais, qui s'installe aussi sur le cours de l'Intendance. On a Jotte qui arrive qui est déjà arrivé, ils ont ouvert la semaine passée sur la rue Porte d'Igeot. On a Everso qui est une enseigne du groupe EasyCash qui arrive aussi sur la promenade Sainte-Catherine. Tout ça, ce sont des transactions qui ont eu lieu dans les 4 ou 5 derniers mois. Donc sur des emplacements prime, ça montre vraiment le dynamisme et la force du centre-ville bordelais. Tout ça, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Alors justement, on voulait s'intéresser maintenant à un autre critère qui a été étudié par FNA Asset Management, qui est l'évolution par rapport à l'étude précédente, c'est-à-dire comment, si l'on compare les résultats 2021 par rapport à 2017, quelles sont les villes qui sont en pleine progression. Maxime, votre avis là-dessus? Oui, alors en effet, c'était l'avantage de cette édition, c'est que le fait qu'elle soit la deuxième nous permet de regarder comment ça évolue, ce qui est évidemment une composante hyper intéressante pour comprendre si on avait un peu anticipé ou pas les dynamiques. Alors, ce qu'il faut voir quand on regarde en général sur le pourquoi des évolutions, évidemment, les critères, j'allais dire, démographiques et économiques à 3 ans d'intervalle, finalement, évoluent un petit peu, mais pas, j'allais dire, pas massivement. Parce que, évidemment, une dynamique démographique ou même économique, un taux de chômage, etc., ça évolue relativement lentement et c'est vraiment des choses qui évoluent sur le moyen, long terme. Donc, en fait, ce qui a pas mal drivé l'évolution entre les deux classements, c'est vraiment les critères commerciaux. C'est comment a évolué le commerce en centre-ville. Et là, pour le coup, ça peut évoluer assez vite. Un taux de vacances, on le disait, voilà, une ville qui est dynamique, elle peut faire baisser un taux de vacances finalement relativement, entre guillemets, rapidement, en 3, 4, 5 années. Et à l'inverse, ça peut assez vite se dégrader. Donc là, dans le cadre des premiers de ce classement, des bons élèves, c'est vrai que la ville de Limoges, ce qu'on observe, c'est que l'évolution de la vacance commerciale est assez positive dans le centre-ville de Limoges, puisque la vacance a baissé de 1% sur la période, là où je le disais tout à l'heure, la vacance a eu quand même plutôt tendance à augmenter en moyenne en France. Il y a un certain nombre de retailers qui sont installés et il y a un taux de rotation qui est assez proche de l'idéal pour nous en termes des enseignes, c'est autour de 10%. C'est un vrai renouvellement de l'offre commerciale dans le centre-ville, donc une vraie dynamique et qui ne sont manifestement pas que des départs, puisque il y a justement une vacance qui a baissé. Donc, il y a vraiment une dynamique commerciale à Limoges qu'on peut observer dans nos chiffres. Et à Poitiers,
on a un peu la même dynamique aussi, avec sur la vacance, là, plutôt une stabilité, mais ce qui, voilà, on va dire, comparé à ses pairs, reste plutôt une bonne performance. Et puis, pour le coup, voilà, une progression assez uniforme sur les différents critères, et c'est ça qui fait que Poitiers ressort bien. La dernière ville où c'est notable, et j'allais dire qu'il y a une performance particulièrement importante, c'est Marseille, parce que Marseille gagne 5 places par rapport à notre classement de 2017, sachant qu'elle était déjà 14e. Donc, évidemment, plus on est haut dans le classement, plus c'est dur de grappiller des places. Donc, forcément, gagner 5 places quand on parle de 14 et d'arriver à 9e, c'est une vraie performance. Il faut dire que Marseille avait un classement assez dégradé par rapport à sa taille historiquement. Marseille a connu des années assez difficiles commercialement dans le centre-ville, pour tout un tas de raisons, à la fois de pression concurrentielle en périphérie, de beaucoup de schémas commerciaux qui sont ouverts dans les arrondissements qui ne sont pas forcément les arrondissements centraux, et puis aussi parce que énormément de travaux dans le centre-ville qui ont eu un impact, j'allais dire, assez négatif à court terme sur le commerce, parce que l'accessibilité, etc. Aujourd'hui, la ville récolte un peu les fruits de ces investissements. C'est vrai d'ailleurs que, pour avoir été récemment là-bas, on voit vraiment la différence. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est instaurée avec un centre-ville qui est, j'allais dire, tout neuf, assez joli, attractif. Et donc, on voit tout de suite la différence dans les chiffres, et je suis assez curieux de voir ce que ça donnera dans notre classement dans 3 ans pour voir si cette dynamique continue et si Marseille, j'allais dire, revient plus proche de sa taille finalement en termes de classement. Oui, tout à fait. Et nous constatons, j'étais en train de regarder ça tout de suite, que Marseille aussi est une ville qui est particulièrement recherchée et dont les prix des bureaux, en fait, puisque comme vous savez, nous avons les prix des bureaux en fait sur bureaux locaux, se maintiennent tout à fait bien, alors qu'il y a une période qui était difficile. Donc, il y a vraiment des situations parallèles. Alors, petit tour encore dans les annonces de bureaux locaux où vous voyez effectivement ça c'est l'annonce la plus consultée en ce moment, donc je ne peux pas vous dire où elle est, donc je ne peux pas vous faire le commentaire, mais en tout cas c'est effectivement un prix qui est assez abordable, donc une annonce qui est très consultée, une annonce aussi très consultée dans le centre-ville de Perpignan, qui est une ville qui figure aussi donc dans le classement là, des villes qui semblent monter, donc cette ville qui a fait un grand ménage et dont le centre-ville est devenu magnifique. Perpignan, Orléans à 1 heure de Paris, également où il y a de plus en plus de télétravailleurs, des niveaux de prix du résidentiel et des bureaux qui augmentent. Une annonce très consultée à Orléans. Donc Rennes, 2 heures de Paris en TGV. Vous avez aussi à Rennes des prix de bureaux qui augmentent. Vraiment, j'insiste sur le parallélisme des prix que nous constatons dans le bureau, dans l'entrepôt et dans le commerce et dans le résidentiel, bien sûr. Alors, pour terminer, et avant qu'on voulait juste effectivement vous présenter cette carte de France qu'on retrouve sur le site de FNA Asset Management. Peut-être, Maxime, pouvez-vous nous expliquer comment elle fonctionne, cette carte ? Voilà, alors la carte est assez dense, vous pourrez la retrouver sur notre site en effet, et donc la consulter à loisir. Je ne vais pas forcément la commenter parce on est rentré bien dans le détail, donc juste expliquer comment ça fonctionne. Vous avez donc les villes qui sont concernées par notre étude. Vous avez là-dedans un peu plus foncé, c'est les villes qui sont justement bien classées par rapport à leur à ce que la taille ne pourrait le suggérer dans notre classement. Et puis, vous avez le petit chiffre en dessous qui va être en vert ou en rouge en fonction de l'évolution. Donc, c'est l'évolution du classement entre 2017 et 2020, celles qui ont progressé et celles qui, au contraire, ont pu perdre quelques places. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, on voulait vous faire un petit retour sur… Alors, attendez, pardon, si j'arrive à passer ma page. Oui, on voulait vous dire que nous allons, en partenariat avec FNA Asset Management, nous allons bientôt, donc cette année, avoir la possibilité de donner une estimation, une pré-estimation, une fourchette de valeur locative de commerce
Donc, vous le savez certainement, peut-être vous l'utilisez déjà, mais sur Bureau Locaux, on peut avoir une fourchette d'estimation de bureaux et d'entrepôts à la location ou à la vente dans 6000 villes de France. Et cette fourchette d'estimation, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous rentrez une adresse, là, on a fait un exemple sur Nantes, et on vous donne une préestimation, donc avec une fourchette qui est plus ou moins large en fonction de l'indice de confiance. Et cette fourchette, elle vous permet d'avoir une indication du prix, c'est vraiment une préestimation, mais surtout, elle vous permet parallèlement de voir qui sont les agences affinitaires avec lesquelles vous pouvez ensuite affiner cette estimation. Et ça fonctionne très bien. On transmet en ce moment 2000 estimations par mois dans le bureau et l'entrepôt. Ces agences affinitaires, elles permettent en fait, quelqu'un me dit qu'on ne peut pas lire les slides. Alors, je ne sais pas, donc je vais peut-être l'agrandir plus, voilà. Est-ce que vous voyez mieux là? Bon. En tout cas, ce fonctionnement, en fait, cette préestimation que vous pouvez faire sur Bureau Locaux pour le bureau et l'entrepôt, on va bientôt pouvoir la faire sur le commerce. Et ça permet aux professionnels, évidemment, d'identifier des potentiels vendeurs, des potentiels bailleurs qui vont donner des biens et qui vont leur confier des mandats. Donc, ça arrive à la fin de l'année et on est très heureux d'avoir mis au point cet algorithme avec FNA Asset Management. Alors, je voulais laisser aussi à chacun un petit mot de la fin. Donc, Maxime, vous vouliez dire dynamique. Oui, dynamique. Alors, parce que c'est un peu la conclusion, nous, sur notre classement. On regarde, justement, on essaie de ne pas avoir une approche statique, de ne pas forcément regarder les villes dans l'état dans lequel elles sont exactement, mais plutôt de là où elles viennent et là où elles vont. Donc, on est vraiment dans cette analyse de la dynamique. Et puis, dynamique aussi parce que le dynamisme de la gestion, on le disait, des villes, des mairies, etc., a un vrai impact sur l'évolution des villes. Et donc, il faut le rappeler. Et il y a vraiment des choses à faire de ce point de vue-là. Et une évolution qui peut paraître négative n'est pas une fatalité. Et puis, dynamique parce que la reprise, évidemment, on est en période plutôt de reprise après ce troisième confinement. Et en tout cas, pour l'instant, on observe plutôt une assez bonne dynamique sur cette reprise-là et on espère qu'elle va durer. Et Thomas, vous vouliez parler d'opportunités. Donc, oui, tout à fait. Et avec un S, parce que justement, comme on a pu le voir sur les mois précédents, les déboires et les départs de certains ont permis à d'autres d'entrer en jeu. Et sur un marché comme Bordeaux qui était hyper sclérosé, ça nous a permis de réaliser beaucoup plus de transactions sur les emplacements prime. Et donc, il va y avoir des opportunités dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et il faut être prêt. Tant mieux, et c'est une bonne nouvelle. Et nous, pour terminer, on voulait vous indiquer que nous avons, comme vous le savez, des webinaires réguliers, que le prochain se tient, si on voit mon écran, parce que j'ai compris que j'avais fait une petite bêtise, le prochain, en fait, c'est la semaine prochaine, et c'est sur l'île et les Hauts-de-France. On va vous parler du marché de l'immobilier de bureaux et des entrepôts, donc le 18 juin, la semaine prochaine, à 11h30. N'hésitez pas à vous inscrire. Comme vous le savez, tous nos commentaires et tous nos webinaires sont en replay, et donc vous pouvez les reprendre. Et puis, on a Priscilla qui s'occupe en particulier de tous les acteurs de commerce, donc tous ceux qui commercialisent du commerce, s'ils n'ont pas encore mis leur annonce, ils devraient le mettre. Donc, je vous assure que nous avons d'excellents retours et que nous sommes complètement concentrés vers l'augmentation du volume d'utilisateurs, ce qui est vraiment le cas. Beaucoup d'utilisateurs utilisent maintenant Bureau Locaux pour chercher de l'immobilier de commerce. Mille merci à tous, mille merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, à la suite de ce webinaire, je vous dis à bientôt et merci à nos deux intervenants d'avoir pris le temps de partager leur expérience. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci.